Alors, évidemment, on va parler de management aujourd'hui. On ne va pas parler de tous les cas de management. On va surtout parler des cas de management dans lesquels, en tant que manager, on a le sentiment d'être dans une impasse, un blocage, une difficulté à mobiliser. Alors, évidemment, nous, chez Albus, on ne travaille que sur la mobilisation. C'est-à-dire que notre job, c'est d'aider des managers à faire passer leur équipe d'un point A à un point B. Et en général, dans le point B, il y a toujours plus d'envie, plus de mobilisation, plus d'initiative, d'enthousiasme, de liberté que dans le point A. Dans certains cas, on le fait à grande échelle, et auquel cas, on va utiliser des outils comme la sociodynamique, le modèle de l'aventure, etc. Et dans certains cas, on le fait à petite échelle. Et à petite échelle, c'est-à-dire des contextes de mobilisation qui concernent une petite équipe, qui concernent 5-6 personnes, parfois 2-3 personnes. Et quand on est à ces échelles-là, eh bien, dans ce cas-là, les difficultés de mobilisation sont assez souvent des difficultés relationnelles. Et c'est vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui. Et pour ça, on va s'appuyer sur un cadre d'intervention qui s'appelle l'école de Palo Alto, les approches systémiques. Je ne vais pas rentrer dans un détail théorique, je vais plutôt vous en donner des exemples. Mais l'idée, c'est vraiment comment est-ce que j'arrive en tant que manager à débloquer une situation qui me paraît fort bien mal engagée et parfois même une situation de blocage qui peut durer depuis des semaines, des mois ou des années. Donc, on va vraiment être sur ces sujets-là. Alors évidemment, en tant que manager, en règle générale, je souhaite plein de choses pour mon équipe. J'ai envie que mon équipe soit motivée, j'ai envie de la faire progresser, j'ai envie qu'elle prenne des initiatives, j'ai envie qu'elle se sente concernée, j'ai envie parfois qu'elle fasse preuve de créativité ou d'idées nouvelles. Je vais mettre en œuvre un certain nombre de choses qui paraissent fort logiques pour réussir à avoir cette influence positive sur mon équipe, puisque c'est mon job de manager que d'avoir cette influence positive sur mon équipe. Et de temps en temps, je vais tomber sur un os. C'est-à-dire une situation de blocage, c'est-à-dire une équipe qui, malgré mes tentatives pour la motiver, se comporte de manière irresponsable, une personne qui, malgré mes tentatives pour la rassurer, est exagérément inquiète, ou une autre personne qui, malgré mes tentatives pour l'aider à débloquer ses progrès sur un certain sujet, ne débloque pas ses progrès sur un certain sujet. Et c'est vraiment dans ces situations-là qu'on va aborder et que sera utile la notion de management contre-intuitif. J'espère que cette notion peut-être un peu mystérieuse le sera moins dans quelques minutes. Alors, je vais partager mon écran. Vous allez vraisemblablement voir des choses s'afficher. Et donc, on va considérer, pour simplifier, que mon job de manager, votre job de manager, si vous l'êtes, c'est globalement faire progresser votre équipe, c'est-à-dire arriver à réunir les conditions d'une efficacité collective ou les conditions d'une situation dans laquelle l'équipe progresse, arrive à se développer, arrive à se libérer, on pourrait dire, etc. Et donc, par exemple, en tant que manager, j'ai envie que mon équipe soit plus efficace, plus détendue, plus engagée, plus innovante, etc. Encore une fois, je souhaite plein de choses pour mon équipe. Et si on regarde un peu les mots en bleu, un premier point qu'on peut peut-être remarquer, c'est que l'efficacité, la détente, l'engagement, la capacité d'innovation, tous ces termes-là ont un point commun. C'est un point commun qui tient à ce qui leur permet d'apparaître. Et en fait, tous ces termes-là, le point qu'ils ont en commun, c'est que ce sont des phénomènes qui n'apparaissent que spontanément. On ne peut pas décider d'être plus détendu. Si je vous dis, vous qui êtes derrière votre écran, détendez-vous maintenant, vous êtes a priori d'accord pour dire que ce n'est pas exactement comme ça que ça marche. De la même manière, moi j'adorerais être motivé pour apprendre le chinois, mais ça ne se décrète pas. C'est bien pour ça que les bonnes résolutions sont difficiles à tenir. On ne peut pas décider d'être motivé pour faire 1h30 de course à pied tous les dimanches matins. Donc la motivation,
tout comme la créativité, tout comme la détente ou l'efficacité, ce sont des phénomènes spontanés. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand on cherche à provoquer l'apparition de phénomènes spontanés? Est-ce que vous avez, tiens, utilisons le chat. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe quand on cherche à provoquer l'apparition de phénomènes spontanés? Alors, on opère inverse, on ne maîtrise pas tout. Ouais, l'effet inverse aussi, dit Solveig, exactement. En fait, on bloque tout complètement, dit Arnaud. On oblige, ça stresse, ça peut créer même de la résistance. On force, ça démotive, exactement. Voilà. Donc, alors ça, c'est quand on cherche à provoquer chez quelqu'un d'autre, mais ça marche aussi quand on cherche à le provoquer sur soi. Hein, le phénomène spontané qui nous concerne tous par définition, c'est le sommeil, par exemple. Vous savez, s'endormir, c'est évidemment un phénomène spontané. Qu'est-ce qui se passe quand on cherche à s'endormir, quand on doit dire je dois m'endormir, parce que demain matin, j'ai un webinar à 11h30 que j'anime, donc il faut que je sois très en forme, il faudra que je sois très clair. Donc il faut absolument que je m'endorme à 23h. Si je cherche à faire émerger ce phénomène par essence inopiné, spontané, qu'est le sommeil, je vais évidemment faire provoquer l'effet exactement inverse. Plus je vais me dire il faut que je m'endorme, mais c'est pas grave parce que j'ai mes techniques pour m'endormir. Je peux par exemple compter les moutons, je peux penser à des choses agréables, je peux me faire l'inventaire de tout ce qui m'a fait plaisir dans la journée, qui par ailleurs est une bonne pratique, mais qui ne permet pas forcément l'endormissement, surtout si on le fait dans cette optique-là. Eh bien effectivement, on va obtenir l'inverse. Et en règle générale, les personnes qui souffrent de problèmes d'insomnie sont justement des personnes qui deviennent insomniaques parce qu'elles essayent trop fort. Hein, ça, je parlais de Palo Alto tout à l'heure, dans ces approches-là, c'est ce qu'on appelle les tentatives de solution. Ce qu'on explique dans ces approches-là, c'est que c'est justement la manière dont on cherche à résoudre le problème qui va l'entretenir. C'est justement parce que j'essaye trop fort de m'endormir que je n'y parviens pas. Alors, j'ai des collègues qui sont psychologues cliniciens qui peuvent traiter ce genre de cas. Et par exemple, dans un cas comme celui-ci, ce qu'ils vont prescrire à la personne insomniaque, c'est quelque chose qui paraît très bizarre et là déjà très contre-intuitif, qui est de dire écoutez, monsieur, madame, le patient, la patiente, ce que je vous demande, c'est vous avez interdiction de vous endormir. On se revoit dans 15 jours et d'ici 15 jours, vous avez interdiction de vous endormir avant 2h du matin. Ça paraît bizarre de demander à quelqu'un qui a des problèmes d'insomnie de ne pas s'endormir avant 2h du matin. Mais la logique, c'est celle-ci, c'est de dire si j'interdis à la personne de s'endormir avant 2h du matin, alors ça l'obligera à ne pas avoir recours à ces tentatives d'endormissement qui, paradoxalement, le maintiennent éveillé. D'accord ? Donc, en fait, demander ça, voilà, Nathalie dit comment développer le lâcher-prise. Ça, c'est une manière de développer le lâcher-prise. C'est-à-dire que si moi, j'ai des problèmes d'insomnie et qu'une personne me dit « Écoute, Jérôme, tu as interdiction de t'endormir avant 2h du matin », pour moi, le lâcher-prise, c'est le fait d'arrêter d'avoir recours à mes tentatives classiques d'endormissement qui, par forçage, par le fait d'essayer trop fort, va paradoxalement m'empêcher de m'endormir. Donc ça, c'est toutes les fois où on va prescrire le symptôme, c'est-à-dire demander à la personne de faire l'inverse de ce qu'elle cherche à faire pour faire en sorte qu'elle arrête d'essayer trop fort. Et il y a plein de cas comme ça où on essaye trop fort. On essaye trop fort pour les autres et on essaye trop fort pour soi. Donc, on viendra sur cet exemple-là. Mais globalement, quand on cherche à faire émerger, quand on cherche à forcer l'apparition de phénomènes spontanés, on les éloigne, hein, en règle générale. Donc, effectivement, il sera question de parler de lâcher prise. Et ce qu'on peut dire aussi, et puis ensuite vous allez voir, je fais un dernier élément d'introduction, puis ensuite je vais vous partager 3 cas de management. Mais globalement, quand on essaye trop fort, alors là, si on revient sur des sujets de management plutôt que d'endormissement,
Quand on essaye trop fort de motiver, quand on essaye trop fort de faire en sorte qu'une personne se détende, quand on essaye trop fort de faire en sorte qu'une personne progresse, etc., eh bien, ça peut avoir deux effets. Ou plutôt, il y a deux raisons pour lesquelles ça peut bloquer. La première raison, c'est qu'on va assez rapidement être dans une logique d'injonction et cette injonction va être assez facilement paralysante. On peut, de manière très subtile et très bienveillante, être dans une logique d'injonction. À chaque fois que je vais faire passer le message, plus ou moins subtilement, à tel ou tel collaborateur qu'il est très important qu'il progresse sur ce sujet-là, si par exemple je donne un bouquin à un de mes collaborateurs sur la prise de parole en lui disant tiens, ce serait vraiment bien que tu puisses progresser sur tes prises de parole dans ton équipe, il n'est pas impossible que le message qui soit reçu, c'est oh là là, mon manager me met la pression pour que je progresse. Donc il faut que je progresse sur ma prise de parole, il faut que je progresse, il faut que je sois meilleur. Et si la personne traduit ça comme ça, elle va le traduire comme une injonction. Alors évidemment, si ensuite cette personne-là, à 5 minutes avant chacune de ses prises de parole, se dit attention, il faut que je sois clair, il faut que je sois bon, il faut que je mette les choses dans l'ordre, que j'articule, etc., on comprend bien que ces injonctions-là soient paralysantes. C'est un peu comme mon voisin golfeur, si vous voulez, qui me dit que à chaque fois qu'il prend une leçon de golf pour améliorer son swing, dans les 2-3 semaines qui suivent la leçon de golf, il est plus capable de faire lever une balle parce qu'il essaye trop fort. Parce qu'il est concentré sur la position du poignet, sur le rythme, et en même temps sur la position de l'épaule, et attention, le bras, il faut qu'il soit tendu, il faut que je regarde la balle, et en même temps, il faut que je sois relâché. Voilà. Et quand on essaye trop fort, quand on conscientise trop l'apparition de phénomènes spontanés, on les fait fuir tout simplement. Et puis, donc ça c'est assez évident, mais il y a une deuxième raison pour laquelle essayer trop fort de faire progresser des collaborateurs quand on est manager est un problème, c'est que tout manager qui va chercher un peu trop fort à faire progresser ses collaborateurs va avoir tendance à les catégoriser, à tomber dans des effets d'étiquetage. Vous savez, ça c'est quelque chose qu'on fait très facilement en entreprise. On va mettre des labels sur la tête des collaborateurs. On va dire, et par exemple, on va créer des catégories. On va dire, eux c'est les hauts potentiels, eux c'est les low perf, ou tout simplement dans mon équipe, Nicolas il a du potentiel. Ça, je le sais, je le vois. Par contre, Sandrine, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus en limite. Et à chaque fois que je vais étiqueter comme ça, le problème, c'est que mon étiquetage va se voir. Mon étiquetage va se voir, c'est-à-dire qu'on va tomber dans des prophéties autoréalisatrices. Si je suis persuadé que Nicolas a du potentiel, alors par mon non-verbal, par la patience que je vais avoir avec lui, par la pédagogie que je vais déployer envers lui, je vais vraisemblablement être beaucoup plus à même de le faire progresser. Et parce que j'ai cette croyance et elle va avoir tendance à se confirmer. Par exemple, quand Nicolas va dire une connerie en réunion d'équipe, comme ma croyance c'est Nicolas est très bon, à chaque fois qu'il va dire une connerie, je vais me dire bon, là Nicolas il doit pas être très en forme, peu importe. Et à chaque fois qu'il va dire un truc intelligent, je vais me dire ah bah oui, j'en étais sûr, évidemment qu'il est brillant ce type-là. Et donc par mon non-verbal, je vais lui transmettre ma croyance selon laquelle il est bon. Et puis, je vais faire exactement l'inverse avec Sandrine. À chaque fois qu'elle va dire un truc intelligent, je vais me dire peut-être elle a eu de la chance. Et à chaque fois qu'elle va dire un truc un peu bête ou pas tout à fait approprié, je vais me dire bah ouais, non mais quand même Sandrine. Et ça va se voir aussi. Et je vais lui faire passer ce message-là. Et le problème des effets d'étiquetage, c'est que du coup, ma croyance va devenir réalité. Je vais par toutes sortes de messages plus ou moins implicites, plus ou moins verbaux, plus ou moins non-verbaux, être beaucoup plus encourageant avec ceux en qui je crois qu'avec ceux en qui je ne crois pas. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment être attentif. On va étiqueter. Sylvain dit, peut-on éviter d'étiqueter? A priori, non. C'est-à-dire qu'on a toujours des avis sur les gens, évidemment. Et puis on a des avis sur son équipe. Et puis quand on fait des people reviews, quand on fait des évaluations, on ne peut pas couper au fait d'avoir des avis sur les gens. La question c'est comment est-ce que j'arrive à me méfier des avis ou des étiquetages que je fais sur les personnes. Comment est-ce que j'arrive à être très encourageant avec des personnes dans lesquelles je doute? Comment est-ce que j'arrive à les responsabiliser autant que les personnes en qui j'ai confiance? Les biais cognitifs opèrent, dit Florian, c'est exactement ça.
c'est aussi ce qu'on appelle le crédit d'intention. Le crédit d'intention, vous savez, c'est l'inverse du procès d'intention. Le crédit d'intention, c'est faire l'effort de faire autant confiance et de responsabiliser autant les personnes qui n'ont pas encore prouvé qu'elles étaient dignes de cette confiance. Donc, on ne peut pas s'empêcher d'étiqueter. En revanche, on peut quand même apprendre à éviter de faire en sorte que ces étiquettes soient autoréalisatrices en les donnant trop à voir. Donc, on peut leur désobéir à ces étiquettes qu'on a dans la tête. C'est a priori tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc ça, c'est les deux éléments qu'on va avoir en tête. Et donc, Nathalie pose la question, comment j'arrive à avoir une évaluation la plus juste de la personne et de mon collaborateur? Je suis pas sûr que de toute façon, on puisse jamais savoir si son évaluation est juste. On peut se dire que la croiser avec la perception d'autres personnes est une bonne idée. On peut se dire que challenger ses propres croyances sur la personne est une bonne idée. Enfin, tout ce qui va amener de la contradiction dans les évaluations est une bonne idée. Mais en revanche, ce qui est important aussi, je pense, c'est de toujours considérer que potentiellement mon évaluation n'est pas juste. C'est-à-dire toujours douter des évaluations qu'on fait sur les gens. Et si on a le choix, préférer la naïveté. C'est-à-dire que on a une collègue Camille, qui vient d'écrire un article là-dessus, qui dit, le titre c'est mieux vaut être naïf que mauvais juge. Et comme on a toujours le risque d'être mauvais juge, autant privilégier la naïveté dans certains cas, surtout quand on travaille à distance, quand on est 100% en télétravail et qu'on ne voit pas ce que font les personnes comme en ce moment, etc. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais je ne pense pas qu'on peut s'approcher de la justesse, mais toujours en être sceptique. Voilà, croiser des pairs avec des pairs et son propre manager permet d'être, on va dire, le plus objectif possible. Tout à fait, Gwenaël. D'ailleurs, Gwenaël a écrit uniquement aux conférenciers et pas aux participants, donc je pense que je suis le seul à avoir vu la remarque de Gwenaël. Voilà, donc par rapport à ça, puisqu'on se dit, attention, moi en tant que manager, le risque est grand que j'essaye trop fort de faire progresser une personne ou de faire progresser mon collectif, et que de toute façon, ce sont des phénomènes spontanés. Donc, si c'est des phénomènes spontanés, les progrès, la curiosité, la motivation, etc., a priori, je n'ai pas besoin d'essayer trop fort. Ça devrait survenir. C'est comme le sommeil, à partir du moment où on est dans les conditions propices, ça survient. Si vous regardez un enfant de 3 ans ou de 4 ans, un enfant de 3 ans ou de 4 ans n'a pas besoin d'être managé pour progresser, n'a pas besoin d'être managé pour être curieux, n'a pas besoin d'être managé pour être créatif. Il l'est naturellement parce qu'il est dans les conditions propices pour ça et parce qu'il n'a aucune barrière. Donc, la question que je vous propose en tant que manager, c'est pas tellement se poser la question comment faire en sorte qu'une personne progresse, parce que si je me pose la question comme ça, le risque est grand que j'essaye trop fort de la faire progresser, mais c'est plutôt de se rappeler que tout ça, c'est des phénomènes spontanés et que du coup, on va plutôt s'étonner qu'une personne ne progresse pas, parce que ça veut dire que les processus naturels n'ont pas lieu. Et dans ce cas-là, on va plutôt considérer que le job du manager, c'est plutôt de débloquer le développement. Parce qu'on doit s'étonner et de se dire pourquoi est-ce qu'une personne est démotivée alors que naturellement les gens sont motivés, curieux, ouverts, etc. Eh bien non, on va plutôt chercher à débloquer les personnes qui ne progressent pas plutôt que chercher à motiver trop fort ou à débloquer les progrès. Anne fait une remarque, mais pareil, Anne, fais attention, tu le fais uniquement aux conférenciers, je pense que je suis le seul à le voir. Anne dit, en entreprise, on cherche souvent un consensus avec les pairs sur les évaluations, ce qui ferme au jugement contraire. Exactement. Donc ça on revient sur la discussion précédente. Aller chercher l'antagonisme, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc ce qu'on va voir, c'est dans les 3 cas que je vais vous présenter maintenant, on va voir qu'on est face à des personnes qui sont bloquées et on va considérer que le job du manager, c'est d'identifier quel est l'obstacle et de lever l'obstacle pour que les processus naturels de progrès, de curiosité, de créativité ou de motivation reprennent leurs droits.
pour que à nouveau, ces flux-là puissent se remettre en place parce qu'on aura débloqué, parce qu'on aura enlevé l'arbre qui est sur la voie, plutôt que d'essayer trop fort. Donc, c'est un peu ça la métaphore que je vous propose. Et on va pour ça aborder 3 cas d'impasse. Clotilde, qui est manager et qui a un problème avec la motivation de son équipe. Arnaud, qui a un problème avec la gestion de son propre stress. Et puis Clémence, qui a un problème avec sa propre créativité. Et dans les cas d'Arnaud et Clémence, on va voir comment leur manager les a aidés à se débloquer de cette situation-là. Et ce qu'on va voir, c'est que dans chacun de ces 3 cas, vous allez voir, ce qui entretient le problème, ce qui fait qu'on est dans une impasse, ce qui fait que Clotilde galère énormément pour motiver son équipe, ce qui fait qu'Arnaud ne s'en sort pas sur son stress, ni Clémence sur sa créativité, c'est justement parce qu'ils essayent trop fort de solutionner. On va essayer d'illustrer cette phrase un peu énigmatique de Paul Václavic, qui est un des fondateurs de l'école de Palo Alto, qui disait « le problème, c'est la solution ». Ce qu'il voulait dire par là, Václavic, c'est que ce qui entretient le problème, c'est justement la manière dont on cherche à le solutionner. C'est nos tentatives de solution qui vont maintenir le problème bien en place et qui vont le verrouiller. Donc, dans la plupart des cas, vous allez voir que la voie de sortie, ce sera amener les personnes à faire l'inverse de ce qu'elles font naturellement, puisque quand on arrive au blocage, alors ça veut dire que ce qu'elles font naturellement entretient le problème. Mais faire l'inverse de ce qu'on fait naturellement, ça veut, dans 99% des cas, ça veut dire faire l'inverse de ce qui paraît logique. Et donc, c'est parfois des solutions un peu vertigineuses et en tout cas très contre-intuitives. D'où le thème de la conférence. On va commencer par Clotilde. Pardon pour le texte un peu indigeste, on va le prendre tranquillement. Clotilde est manager d'une équipe de 10 techniciens de maintenance et de réparation dans une entreprise de transport. Les équipements qui sont confiés à son équipe doivent y rester 20 jours maximum. Au bout de 20 jours, les clients aiment bien récupérer les équipements qu'ils ont confiés en réparation ou en maintenance. Et puis, c'est contractuel. Sauf que depuis 2 ans, l'indicateur n'est jamais descendu en dessous de 45 jours. On est plus de 2 fois au-delà de l'indicateur de qualité et de l'engagement contractuel qu'on a pris vis-à-vis des clients. Pourtant, Clotilde constate tous les jours que les techniciens de son équipe sont tranquilles. Ils prennent de longues pauses, ils discutent de tout et de rien, et dès qu'une pièce nécessaire à la réparation vient à manquer, ils en profitent pour arrêter de travailler plutôt que de chercher une solution. Ils sont là, ah bah ouais, ok, mais l'équipement qu'on est en train de réparer, il manque une pièce de rechange comme souvent, donc nous, désolé Clotilde, mais on ne peut pas travailler. Et ils n'en profitent pas pour passer à un autre équipement, juste ils disent, voilà, désolé, on ne peut pas quoi. Du coup, Clotilde, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle utilise tous les moyens, ce qui paraît évidemment logique, et à sa place, je pense qu'on ferait tous la même chose, évidemment moi y compris. Elle utilise tous les moyens pour motiver son équipe. Elle est pédagogue, elle cherche à expliquer les enjeux, pourquoi c'est important qu'on s'y mette. Elle passe du temps, elle fait ça individuellement et collectivement. Elle passe régulièrement à la machine à café pour faire la chasse aux pauses trop longues. C'est-à-dire que Clotilde, elle en est arrivée à un point où, en gros, tous les 45-50 minutes, elle se débrouille pour passer devant la machine à café et pour dire écoute, Jacques, là, ça fait quand même 20 minutes, j'ai l'impression que tu es en pause, ce serait bien que tu retournes à ton établi, parce que je te rappelle que quand même, on a des choses à faire. Elle brandit parfois des menaces de sanctions, mais qui ne vont pas au bout. Et puis, ce qu'elle fait également, donc ce qu'on pourrait ranger au rang des tentatives de solutions, on va appeler ça des tentatives de solutions plus que des solutions, parce que ça ne marche pas visiblement, donc c'est des tentatives, ce n'est pas des solutions. Donc on va considérer que ça contribue à entretenir le problème. Ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle se bat pour éviter les pièces manquantes, parce qu'elle dit je ne veux pas donner des excuses à mes gars, c'est que des messieurs, je ne veux pas donner des excuses à mes gars pour arrêter de travailler, donc il faut que je sois sur tous les fronts. Dès qu'un technicien signale une, je me démène, j'appelle la logistique, il faut absolument faire venir la pièce, etc. Et puis je trouve autre chose à faire aux techniciens concernés.
Bon, ça ne fonctionne pas. Clotilde est désespérée, ultra stressée parce que ça l'a fait travailler énormément et en plus, elle se sent complètement en échec parce qu'en tant que manager, elle est là pour faire évoluer les choses et là, elle fait évoluer rien du tout. Selon vous, pareil, utilisez l'outil de conversation si vous voulez. Selon vous, aux yeux de Clotilde, vraiment, si on se place dans ses yeux à elle, aux yeux de Clotilde, le problème, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut, si on utilise a priori les mots qu'utiliserait Clotilde, quel est le problème? Le problème vient de quoi? Elle souffre de quoi, Clotilde? Manque d'engagement de son équipe. Mauvaise implication de l'équipe. En effet, elle est aussi catégorisée. Les techniciens, ils ne sont pas responsabilisés. Et puis aussi, en faisant des choses à la place de son équipe, elle peut ne pas être reconnue comme manager et pas être légitime. En effet. Ouais, elle n'arrive pas à engager son équipe. Il y a un manque de motivation de son équipe. Et aussi parce que l'équipe, potentiellement, ne comprend pas ses enjeux, comme dit Solveig. Ouais. C'est-à-dire que, aux yeux de Clotilde, et vous le sentez bien, hein, et quand on parle avec elle, c'est le cas, aux yeux de Clotilde, le problème, c'est son équipe. C'est-à-dire que si j'avais une équipe motivée, or je n'ai pas une équipe motivée, et le problème, c'est donc mon équipe. L'équipe n'est pas autour d'elle, l'équipe a voilà, exactement Nathalie. Donc le problème, c'est mon équipe. Et donc Clotilde fait ce qu'on fait tous dans un cas comme ça, c'est-à-dire qu'on ne s'inclut pas dans l'analyse de la situation. On considère que le problème vient de l'autre. C'est un peu comme quand on se dispute avec son mari ou avec sa femme, si vous voulez. Quand on est dans le vif de la discussion, on a toujours l'impression que c'est l'autre qui a tort et on a envie de lui expliquer que c'est nous qui avons raison. Et on a toujours l'impression de réagir à une situation qui est provoquée par l'autre. Le problème, c'est l'autre. Et ça, c'est un des premiers éléments. Je tourne un tout petit peu. Vous allez voir que j'avais même prévu un paperboard. C'est que le switch qu'on va devoir faire, c'est de considérer que si on met ici. Jérôme, je pense qu'il faut que tu coupes la présentation si tu veux qu'on voit bien l'écran, ce que tu écris sur le paper. Ah oui, ok. Ouais, comme ça, c'est nickel. Ça va mieux comme ça? Parfait. Super, merci Agnès. En fait, donc on a Clotilde, on a son équipe, et la première chose à faire, ça va être de considérer que ce qui entretient le problème, c'est vraiment quelque chose d'interactionnel. C'est-à-dire que ce que Clotilde voit, elle voit uniquement cette flèche-là. Elle voit que l'équipe a des comportements qui ne vont pas et que donc elle subit ce problème-là. Ce que Clotilde ne voit pas parce que, comme on dit parfois, l'œil ne se voit pas soi-même, donc on a vraiment du mal à s'intégrer, à s'inclure dans la manière dont on analyse les situations, c'est que Clotilde, ce qu'elle ne voit pas, c'est qu'elle-même, par la manière dont elle cherche à résoudre le problème, entretient le comportement de l'équipe. Et on comprend bien quand on prend du recul, mais pour Clotilde, ça n'est pas possible à ce moment-là, on comprend bien que plus je vais plus je vais chasser les pauses, plus je vais expliquer, plus je vais faire comprendre aux gens de mon équipe qui ne sont pas responsables pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de pièces manquantes, plus je fais passer le message à mon équipe qu'ils n'ont pas besoin d'être responsables parce que je le suis à leur place. En d'autres termes, en faisant ça, vous l'avez dit dans le chat aussi, en faisant ça, je déresponsabilise. Et je fais passer des mauvais messages. Et du coup, je compense. En fait, ce que fait Clotilde, c'est qu'elle compense le manque de motivation de son équipe en faisant à leur place, en étant responsable à leur place, en étant motivé à leur place, en étant plein d'énergie à leur place.
Et ce qu'on dit parfois dans ces cas-là, c'est qui compense, dispense. Ah bah tiens, Cédric disait compensation avec un point d'exclamation tellement c'est important. Exactement, Cédric. On est dans la compensation. Et quand je compense, je dispense les autres de le faire. Les autres n'ont pas besoin d'être motivés puisque Clotilde l'est. Les autres n'ont pas besoin d'être responsables puisque Clotilde l'est. Donc, et ça, évidemment, quand on est Clotilde, on ne le voit pas. C'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver assez souvent, c'est comment est-ce que j'arrive à m'inclure moi-même dans la manière dont j'entretiens la situation, ou au contraire, dans la manière dont je cherche à la solutionner. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à Clotilde? Ce serait quoi une manière de sortir de là? Je vous disais tout à l'heure, le management contre-intuitif, on pourrait simplement dire à Clotilde, arrête de faire ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas ne pas se comporter, on ne peut pas ne rien faire. Donc, on ne va pas lui demander, nous, quand on intervient en tant que consultant, quand on intervient sur ce cas-là, pour aider Clotilde à remobiliser son équipe, on ne va pas lui dire juste, Clotilde, laisse les gars tranquilles, arrête de faire ce que tu fais. Elle ne peut pas ne rien faire. Il faut bien lui proposer autre chose à la place. Et ce qu'on va lui proposer à la place, c'est faire l'inverse de ce qu'elle fait déjà. Faire ce qu'on appelle un mouvement à 180 degrés, c'est-à-dire faire l'inverse. Et pourquoi? Parce que faire l'inverse, ça va l'empêcher de revenir à ses précédentes tentatives de solution. Alors, Sylvie dit faire appel à un tiers. Arnaud dit, plutôt que de sanctionner, donner des primes quand l'équipe fait le boulot comme elle l'aimerait. Sylvain, elle doit aller travailler dans l'atelier avec les gars. Que l'équipe propose des solutions, comprendre pourquoi elle est démotivée. Réunir l'équipe, faire son constat, son ressenti et leur demander leur avis sur la situation. Mettre en contact les techniciens avec les clients. Associer l'équipe, en effet. Alors, il y a un certain nombre de... Examinons ce que vous proposez. Mais pour faire ça, en fait, il faut avoir peut-être une idée supplémentaire. Cette idée, c'est que en tant que manager, à chaque fois que je fais quelque chose, là en l'occurrence dans le cas de Clotilde, que je fais quelque chose pour motiver mon équipe, j'envoie un message implicite à cette équipe. Et parfois, en tant que manager, j'ai l'impression d'avoir tout essayé. Et là, Clotilde a cette impression, elle a l'impression d'avoir tout essayé. Parce que, quand même, elle explique, elle fait preuve de pédagogie. Après, elle passe à la fermeté. Après, elle passe à la menace. Et elle se dit, mais j'ai tout essayé. Mais en fait, elle n'a pas tout essayé dans la mesure où chacune de ses tentatives pour motiver son équipe renvoie le même message à l'équipe. Et le message, je ne sais pas si vous le pressentez, mais le message implicite, l'espèce de méta-message que j'envoie à mon équipe à chaque fois que je fais ça, c'est vous devez être motivé. Vous devez vous mobiliser, vous devez vous responsabiliser. À chaque fois que dans tout l'éventail de solutions ou de tentatives de Clotilde, a pour point commun de passer le même message qui est vous devez être davantage motivé. Et donc, si on analyse vos propositions avec cette idée-là en tête, on voit que dans certains des cas, vous proposez quelque chose qui a priori est différent, mais il faut faire attention parce que parfois, ça a beau sembler différent, ça peut renvoyer le même message. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est le management contre-intuitif, c'est inverser le message. C'est-à-dire faire en sorte de faire passer un message qui est à l'opposé de ça. D'accord? Donc, par exemple, mettre les opérateurs en contact des clients, si c'est pour qu'ils se rendent compte et qu'ils soient enfin motivés,
alors possiblement ça va être interprété comme plus de la même chose, c'est-à-dire comme plus du même message qui est vous devez vous mobiliser davantage. Hein. Il y a une phrase qu'on attribue souvent à Einstein qui traîne souvent sur LinkedIn qui dit à faire toujours plus de la même chose, on obtient toujours plus du même résultat. Donc faisons attention à ce que ce qu'on propose à Clotilde ne soit pas plus de la même chose, c'est-à-dire une variation sur le même thème. Une variation sur le même thème qui serait toujours vous devez vous mobiliser plus. Donc c'est à ça qu'on va être attentif. Et là, en l'occurrence, si je partage à nouveau mon écran et qu'on met ça en schéma, et je vais en même temps refaire apparaître les éléments de conversation. Voilà. La solution logique sur laquelle Clotilde s'acharne, c'est une solution qui tourne autour du thème « Vous devez vous mobiliser davantage ». Et donc, l'inverse de cette solution, c'est tous les comportements, toutes les décisions ou tous les actes managériaux de Clotilde qui seraient représentatifs du message inverse qui est « Vous pouvez ne pas vous mobiliser davantage ». Alors, dans le cas de Clotilde, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Et bien, ce qu'elle a fait, c'est que elle est retournée voir son équipe, elle a provoqué une réunion et globalement, elle leur a dit ceci. Elle a dit, écoutez, visiblement, dans les mois et presque les années, parce que ça fait 1 an et demi que ça dure, dans les mois et les années qui précèdent, visiblement, j'ai tenté énormément de choses pour faire en sorte que vous soyez davantage motivés, pour faire en sorte que vous soyez davantage impliqués par rapport aux intérêts collectifs de notre service. Visiblement, je n'y suis pas arrivé et il faut bien admettre que je suis incapable d'être motivé à votre place ou d'être responsable à votre place. Donc, je voudrais juste qu'on soit clair sur ce point-là, c'est que je ne suis pas capable d'être motivé pour vous et je ne le serai jamais. Donc, ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez continuer de faire des pauses aussi longues que vous le souhaitez. Vous pouvez attendre indéfiniment que les pièces arrivent. C'est pas moi qui partirai à la chasse aux pièces pour vous. Évidemment, si vous me demandez de l'aide, je vous la donnerai, cette aide. Mais en tout cas, sachez que je n'ai pas le pouvoir de vous motiver et je n'ai pas le pouvoir de faire en sorte que d'un claquement de doigts, vous soyez impliqué. Donc à partir de maintenant, je suis tout à fait disponible pour aider ceux qui le souhaitent, mais sachez aussi que ceux qui veulent prendre des pauses très longues à la machine à café auront tout le loisir de le faire et je ne leur ferai aucune remarque en ce sens. En revanche, si il s'avère qu'on continue d'avoir des problématiques de performance très importantes, dans ce cas-là, je recevrai les personnes qui sont concernées individuellement, on en discutera, on essaiera de trouver l'origine des difficultés, et puis s'il s'avère que l'origine des difficultés est un désinvestissement, eh bien là pour le coup, on passera à des sanctions qui vous pourrez vous dire que ce sera des menaces comme la dernière fois, mais là pour le coup, j'ai obtenu l'aide de la RH sur ce sujet-là. Voilà. Donc cette attitude-là, on pourrait se dire que c'est une attitude menaçante aussi, hein. Mais en tout cas, c'est le passage d'une posture infantilisante à une posture d'adulte. Quand on considère les gens comme des enfants et se comporte comme des enfants, quand on considère les gens comme des adultes, la probabilité est plus grande qu'ils se considèrent comme des adultes. Et en l'occurrence, un adulte, c'est quelqu'un qui décide de ce qui est meilleur pour lui et aussi qui subit les conséquences ou qui assume les conséquences de ses choix. Et là, en fait, Clotilde ne faisait aucun des deux. Non seulement elle décidait pour les autres, mais en plus, elle les protégeait contre eux-mêmes finalement, puisque personne n'assumait jamais les conséquences de ses choix ou de ses non-choix. Mais du coup, Jérôme, j'ai une question. Quelle est la menace qu'a mise en avant Clotilde pour les mettre en position d'adulte? Parce que tu dis dedans, je peux rester autant que je veux, vous pouvez rester autant que vous voulez à la machine à café, et voilà. Mais est-ce qu'elle leur a dit aussi que s'ils restaient hyper longtemps à la machine à café, qu'est-ce qu'ils risquaient? Ouais. Entretien
entretien managérial pour comprendre. Étape 2, entretien avec la RH qui peut donner lieu à un avertissement. Et puis étape 3, mise à pied, enfin l'arsenal des sanctions de cette entreprise-là. D'accord. Et Sylvie pose la question, mais et si je n'ai pas d'aide de la RH? Bah, dans ce cas-là, c'est effectivement plus compliqué. C'est-à-dire que il faut qu'il y ait des conséquences. C'est-à-dire que, encore une fois, la position d'adulte, c'est une position dans laquelle on assume les conséquences de ses décisions ou de ses non-décisions. Donc, il doit y avoir une différence entre ceux qui s'impliquent et ceux qui ne s'impliquent pas. Alors, en fonction, Sylvie, de votre situation, on peut imaginer d'autres manières de faire des différences entre ceux qui s'impliquent et ceux qui ne s'impliquent pas. Peut-être qu'il y a d'autres manières, il y a d'autres trucs à trouver que la menace de sanction. Peut-être que ceux qui s'impliquent peuvent avoir accès à des choses auxquelles ceux qui ne s'impliquent pas n'ont pas le droit. Mais en tout cas, il doit absolument y avoir des différences. Donc ça, faut le voir en fonction des cas. Quand Clotilde fait ça, le message qu'elle fait passer, c'est « je ne suis plus là pour vous protéger contre vous-même ». Donc, il doit y avoir des conséquences, il doit y avoir des différences. Mais comprenez bien qu'à ce moment-là de l'histoire de Clotilde, faire ça, ça paraît vertigineux. C'est-à-dire que moi, Clotilde, il faut bien voir que je continue d'être hyper attendu sur ces 20 jours plutôt que 45 jours. J'ai vachement de pression. Mes propres managers me reprochent mon incapacité à motiver mon équipe. Donc, le fait d'aller voir mon équipe et de leur dire manifestement, je n'ai pas la capacité de vous motiver, donc je vais arrêter de vous courir après, je vais arrêter d'être motivé à votre place, ça paraît vertigineux pour elle à ce moment-là. Et c'est vrai que l'aide de la RH, Sylvie n'était pas de trop par rapport à ça. Alors Guillaume pose la Cette question. attitude, ne risque-t-on pas justement de faire passer le message vous n'êtes pas motivé? Ah bah si, mais ils ne le sont pas. De toute façon, elle le fait largement passer le message déjà, qu'ils ne sont pas motivés. Puisqu'elle n'arrête pas de leur expliquer qu'il faut qu'ils le soient plus. Et là, pour le coup, c'est quasiment un état de fait qu'ils ne le sont pas. Donc, il faut simplement le lacter et considérer qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Vous savez, déjà qu'on a du mal à avoir du contrôle sur son propre comportement, alors quant à avoir du contrôle sur le comportement des autres, c'est quand même assez compliqué. Donc là, en fait, ce que fait Clotilde en faisant ça, c'est que simplement, elle se range à une évidence contre laquelle elle cherche à lutter depuis des mois, c'est « je n'ai pas la capacité à être motivé à votre place » et visiblement, pour le moment, vous ne l'êtes pas. Vous avez le droit de ne pas l'être. Je ne peux pas vous obliger à être motivé, je ne peux même pas vous obliger à faire votre travail. La preuve. Donc maintenant, tout ça tient à vous et les conséquences seront aussi sur vous. Sur moi aussi, mais pas que. Ça n'est pas mon problème. Le niveau de motivation de l'équipe n'est pas mon problème à moi, Clotilde. C'est un problème qui concerne tout le monde. Ce n'est pas plus le mien que le vôtre. Par rapport à ce que tu dis, Jérôme, aussi, on peut aussi valoriser les personnes qui atteignent les objectifs et qui jouent le jeu plutôt que sanctionner. Est-ce que le risque, c'est pas qu'on fasse du favoritisme alors qu'en fait, ils remplissent vraiment le job sur lequel on les attend. Donc, on ne va quand même pas leur donner, en plus de leur salaire, une prime ou autre chose. Oh, pour rebondir sur la remarque de Sylvie. Ouais. C'est pas forcément une prime, ça peut être, en tout cas, quand on parle de reconnaissance, on n'est pas uniquement dans la reconnaissance financière, on peut être dans la reconnaissance non financière aussi. Ça peut être les faire contribuer à des projets qui les intéressent. Ça peut être leur donner accès à des formations ou à un parcours qui leur permet de développer des compétences. Ça peut être leur donner des responsabilités. Enfin, ça peut être plein de choses qui ne sont pas forcément accompagnées d'euros. Effectivement, l'équipe trouve des excuses, plein d'excuses sur les pièces. Mais le truc, c'est qu'on se rend compte après qu'elles ont plein de manières de résoudre ça. Je vous propose de passer au deuxième cas parce que je vois le temps qui passe. Ça vous va? Ok. Deuxième cas, Arnaud et la gestion du stress. On va aller un petit peu plus vite sur ce deuxième cas.
Donc Arnaud, bon, il a 34 ans, ok. Jusque-là, il est ingénieur dans un bureau d'études et il a été promu chef de projet à la direction des programmes dans son entreprise du secteur automobile. Alors son nouveau job le met beaucoup plus en relation avec des interlocuteurs internes et externes et du coup, il a besoin d'animer beaucoup plus souvent des réunions de projet. Auparavant, il avait un travail plus solitaire et là, il a un rôle d'animation plus important. Alors Arnaud, il n'a jamais été très à l'aise pour parler devant un groupe, mais jusqu'à présent, dans sa scolarité ou dans ses premiers jobs, ça ne lui a pas posé problème. Jusqu'à cette réunion, 6 mois plus tôt, durant laquelle son léger bégaiement, il a toujours eu un léger bégaiement, mais il s'en est sorti, son léger bégaiement s'est accentué. Très gêné, il s'est mis à rougir et à transpirer abondamment. Lorsqu'une situation identique s'est présentée quelques jours plus tard, c'est-à-dire à nouveau le besoin d'animer une réunion, il a trouvé le moyen de la faire animer par un collègue plus expérimenté que lui sur le sujet du jour et ça l'a beaucoup soulagé. En d'autres termes, comme il a été très stressé, comme il a eu honte de bégayer et de sa réaction face au bégaiement dans la première réunion, il a trouvé le moyen d'éviter. Il a trouvé un échappatoire pour la deuxième. Comme on va le voir, le problème des comportements d'évitement, c'est que ça fonctionne toujours en 2 temps. Le premier temps, ça me soulage. Si je suis Arnaud, je dis ouf, j'ai pas ce machin-là à faire. Et le deuxième temps de l'évitement, c'est que ça me renvoie un message à moi-même, et ce message, c'est tu n'es pas capable. Et donc, plus j'évite, plus je m'envoie à moi-même le message que je ne suis pas capable. Et c'est ce que va faire Arnaud. Parce que depuis, si je reprends la lecture du texte, depuis, il met beaucoup de temps à trouver des moyens de ne pas animer ce type de réunion, et quand il y est obligé, il angoisse beaucoup. La dernière fois, coup de chance, il était malade. Son manager, s'apercevant du phénomène, tente de le rassurer en lui assurant que son inconfort ne se voit pas. Ok. Même question que tout à l'heure. Aux yeux d'Arnaud, quel est le problème? Si on se met dans ses baskets à lui, le problème c'est quoi? Il souffre de quoi, Arnaud? Il aimerait bien mettre fin à quoi? Il souffre de lui-même, de cet inconfort. Ouais, de son bégaiement, son manque de confiance en lui. Exactement. Et du coup, la peur du jugement. Tout à fait. Il se dit lui-même qu'il n'est pas capable. Donc, voilà, il a beaucoup. Son problème, c'est lui-même en fait. Hein. Son problème, c'est un défaut. Son problème, c'est son défaut. Est-ce qu'il imagine que ça renvoie aux autres? Donc, mon problème, c'est moi, c'est mon défaut, c'est que je bégaye, c'est que ça se voit, c'est que les autres s'en aperçoivent. Et donc, toutes ces tentatives de solution tournent autour du fait que ça ne doit pas se voir. D'accord? Pour que ça ne se voit pas, ben, je dois éviter d'animer ce type de réunion. Je dois donc éviter, dit Hélène. Comme le problème, c'est mon bégaiement, à chaque fois, hein, les tentatives de solution sont toujours logiques par rapport à la définition que je me fais moi-même du problème. Comme le problème, c'est mon bégaiement et le fait que vraisemblablement les autres me jugent, alors la solution logique, c'est il faut surtout que ça ne se voit pas. Et donc, j'essaye de tout faire pour éviter d'animer ce type de réunion. Quand je les anime, je vais faire des efforts de dingue pour pas que ça se voit. Je vais me dire, faut pas que ça se voit, faut pas que ça se voit. Arnaud, sois clair, parle. Ah mince, j'ai bégayé. Oh là là, c'est l'enfer. Et donc, je commence à rougir. Et je perds davantage mes moyens. Et plus j'évite de bégayer, plus je bégaye, comme pour le sommeil tout à l'heure. Et puis, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que le manager d'Arnaud va dans le sens des tentatives de solution d'Arnaud. C'est-à-dire que le manager d'Arnaud essaye de le rassurer en lui disant non mais t'inquiète pas Arnaud, ça se voit pas tant que ça, vraiment, t'as pas à t'en faire, etc. Sous-entendu, t'as raison d'essayer de le masquer et ça fonctionne pas trop mal. D'accord? Donc là, faisons attention en tant que manager. Dans ce cas-là, le manager d'Arnaud va dans le sens des tentatives de solution d'Arnaud et du coup, en faisant ça, renforce le problème. Parce que souvenez-vous, ce qui renforce le problème, ce qui le maintient dans le temps, c'est la manière dont on cherche à le résoudre. Le thème commun de toutes les tentatives de solution, que ce soit celle d'Arnaud ou celle de son manager, c'est ça ne doit pas se voir.
Okay, je dois réussir à cacher mon défaut. Alors, vous commencez à comprendre la logique. Selon vous, la solution contre-intuitive auquel le manager va participer, à laquelle le manager va participer doit plutôt être dans quel thème, doit faire passer plutôt quel type de message. Afficher, dit Hélène, avouer et montrer son défaut, assumer ses défauts, exactement. Voilà, donc on est vraiment sur cette logique-là, dire que les défauts existent dès le début de la réunion, exactement. Donc la solution logique sur laquelle on s'acharne, c'est je dois me débrouiller pour cacher, et l'inverse de cette solution, c'est je dois afficher mon défaut au grand jour. Accepte ton bégaiement, exactement. Alors, évidemment, accepter ses défauts, proposer à Arnaud d'assumer, dit Carole. Accepter ses défauts, ça semble logique, hein, mais dans le cas d'Arnaud, c'est vraiment, vraiment très compliqué à faire. Parce que là, il ne s'agit pas d'un petit défaut, il s'agit d'un défaut dont il a vraiment honte. Enfin, un défaut. Est-ce que le bégaiement est un défaut? On pourrait aussi trouver ça très charmant. Hein. Mais en tout cas, aux yeux d'Arnaud, c'est un défaut. C'est un défaut duquel il a extrêmement honte. Et donc, pour lui, afficher ça, c'est terrible. C'est vraiment quelque chose qu'il ne va pas faire naturellement. Donc, il faut réussir à l'amener à ça. Je dois afficher mon défaut au grand jour. Le début du déblocage de cette situation passe par le manager. C'est-à-dire que le manager, là, doit changer son mode d'intervention. Là où il disait « T'inquiète pas, Arnaud, ça ne se voit pas ce que le manager d'Arnaud a commencé à faire, c'est le contraire de ça. C'est-à-dire de dire bah ouais, en fait, Arnaud, je comprends que ça te perturbe et je comprends que ça t'inquiète parce qu'en fait, ça se voit beaucoup. Hein. Je t'assure, ton niveau de bégaiement se voit beaucoup. Et en plus, parfois, ce qui augmente un petit peu l'inconfort, c'est qu'on voit que toi-même, tu es gêné par rapport à ça et on voit que tu le cherches à le cacher. Et tu sais, plus tu cherches à le cacher, moins ça se voit. Donc, en revanche, moi, je ne pense pas du tout que les personnes te jugent par rapport à ça. En revanche, elles voient que tu es très mal à l'aise. Donc, si elles devaient juger quelque chose, ce serait plutôt le fait que tu n'assumes pas, mais certainement pas ton bégaiement. Donc, à mon avis, si tu dois faire quelque chose, c'est surtout pas chercher à le masquer parce que vraiment ça se voit. Donc, ça, c'est déjà la première intervention du manager. Guillaume dit le manager devrait dédramatiser la situation. Bah, dédramatiser, en tout cas, dans le sens de dire vraisemblablement, les gens ne te jugent pas sur ton bégaiement. À la limite, sur le fait que tu en sois très gêné et que tu cherches à le cacher, mais pas sur le bégaiement, effectivement. Ça, c'est compliqué pour un manager parce qu'en règle générale, quand on est manager et qu'on a quelqu'un d'inquiet, on cherche à rassurer. Le côté t'inquiète pas, c'est pas grave, ça va bien se passer, etc. C'est une manière de rassurer. On pourrait dire, c'est une manière d'être bienveillant. Du coup, faut se méfier hein, de ce qu'on appelle le management bienveillant parce que dans certains cas, être bienveillant, si c'est aller dans le sens des tentatives de solution de la personne et de chercher à le rassurer et renforcer ses tentatives de solution, bah, ce n'est pas forcément ce qu'il faut faire. Et là, en l'occurrence, l'attitude nouvelle prise par le manager d'Arnaud qui va dans le sens de non, mais en fait, essaye même pas, je t'assure, ça se voit vachement. Eh ben, on pourrait se dire, est-ce que c'est aussi bienveillant? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est beaucoup plus efficace à ce moment-là. Okay, et puis ensuite, du coup, après cette intervention du manager, ce qu'a fait Arnaud, c'est qu'il a commencé toutes les réunions avec des nouveaux groupes, puisque comme il est manager projet, ça changeait souvent. Il a commencé toutes ces réunions avec des nouveaux groupes en disant bon, je dois un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur le chat. Bon, je vous préviens. J'ai ce que moi je considère être un petit défaut d'élocution. Ça m'arrive de bégayer, surtout quand je suis stressé. Et en plus, je suis souvent un peu stressé quand je prends la parole devant un groupe. Donc, vous inquiétez pas, ça va vraisemblablement m'arriver de bégayer. Il ne faudra pas faire attention. Ok. Et puis ensuite, il commence comme ça. Une fois qu'il a affiché plutôt que caché, bah, il arrête d'essayer de le cacher, donc il ne renforce pas le truc. Et puis, ce que nous, on avait demandé à Arnaud, c'est même d'aller un cran plus loin, c'est de dire, si au bout de 5 minutes, tu t'aperçois que pour une raison ou pour une autre, parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver, si au bout de 5 minutes, tu te rends compte que tu bégayes pas, eh ben, fais exprès de bégayer. Un peu comme tout à l'heure avec le sommeil, quand on prescrit le symptôme.
On va demander à Arnaud l'inverse de cacher son bégaiement, c'est de le provoquer exprès, faire exprès de bégayer, pour ensuite dire ah bah vous avez vu, hein, je vous avais prévenu. Vous inquiétez pas, ça va se reproduire à nouveau, pour pouvoir lui-même faire une petite blague là-dessus. Et ça marchait tout le temps, ça détendait l'atmosphère, et du coup il se rendait compte que c'était cool, que les gens ne le jugeaient pas, et ça l'a beaucoup détendu. Spinoza disait la vérité rend libre, et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de vrai là-dessus. C'est-à-dire que quand on accompagne des personnes comme ça qui sont très, très complexées, qui cherchent beaucoup à cacher quelque chose, on se rend compte que les défauts qu'on cherche le plus à cacher, les défauts qu'on a le plus honte, c'est vraiment ceux qui se mettent à gouverner nos vies. Et là, en fait, on voit que dans l'exemple d'Arnaud, le fait de vouloir cacher son défaut, ça commençait à gouverner sa vie. Ça ne le rendait absolument plus libre, parce que du coup, ça rétrécissait sa vie. Il y avait plein de choses qu'il ne pouvait plus faire. Et le fait d'afficher au grand jour, effectivement, l'a rendu beaucoup plus libre. Voilà. Donc ça, c'est un autre mouvement contre-intuitif. Et aussi le rôle du manager, Jérôme, est-ce que pour aller par rapport à la remarque de Solveig, le manager peut appuyer sur l'expertise d'Arnaud en complément, c'est en effet son rôle, ça va être aussi de travailler avec lui sur sa posture et de l'accompagner pour qu'il soit, pour qu'il assume son défaut plutôt qu'il essaie de le cacher, mais aussi le rassurer sur ses compétences. En tout cas, le rassurer sur ses compétences. Est-ce que ça doit être dans le même mouvement? C'est-à-dire, dans le même mouvement, ce serait dire bon, oui, ok, ça se voit, mais t'inquiète pas, tu es très compétent par ailleurs. Ou est-ce que, enfin là, je caricature, mais où est-ce que c'est deux choses, enfin, de toute façon, le rôle du manager de faire des feedbacks positifs et puis vraiment d'entretenir la confiance de la personne est clé. Est-ce que ça doit être fait en même temps, dans la même intervention managériale que celle qui invite Arnaud à davantage afficher son défaut au grand jour? Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, j'aurais tendance à séparer peut-être les deux. Guillaume dit, est-ce que ça a déjà marché? Oui, là, en l'occurrence, pour Arnaud, ça a marché. C'est toujours pas il prend toujours pas un plaisir énorme à animer des réunions dans le cadre de ses projets, mais en tout cas, il a arrêté d'éviter et il a arrêté de rougir excessivement et il a arrêté de se mettre dans des niveaux de stress énormes. Donc, est-ce que ça a marché? Est-ce qu'il n'a plus de bégaiement? Si, il a encore un bégaiement. Mais en revanche, ça a marché dans le sens où il est sorti du cercle vicieux de l'évitement. Il s'est remis à animer ce type de réunion, donc il a arrêté de s'envoyer à lui-même le message qu'il n'était pas capable. Est-ce que ça a marché? Pardon, donc Guillaume rectifie, il dit, est-ce que ça a marché? C'était de le rassurer sur ses compétences. Ah oui, ça, c'est vrai que la seule personne qui est capable d'arriver à la conclusion qu'elle est compétente, c'est la personne elle-même. Alors, bon, après, on peut quand même toujours être preneur d'un message positif. Ok. On va passer au troisième cas et puis on va conclure si vous en êtes d'accord. Le troisième cas, c'est le cas de Clémence. Clémence est chef de projet, donc là, on part dans les métiers du marketing. Elle est chef de projet marketing depuis bientôt 3 ans. Elle est jeune, Clémence, elle doit avoir 28 ans, je crois. Toute son équipe est emballée par l'arrivée d'une nouvelle directrice marketing qui est connue pour son attitude positive, son ouverture au changement, sa capacité à valoriser les idées nouvelles, etc. C'est une vraie créative, quoi. Elle a une espèce d'aura comme ça, super positive, super créative. Elle encourage beaucoup les innovations. Alors tout le monde est emballé sauf Clémence, en fait. Parce que Clémence, elle se voit elle-même comme une personne très pro, très rigoureuse. Elle sent bien qu'elle a un bon relationnel, mais elle est, selon ses propres termes, absolument pas créative. Depuis toute petite, elle nous raconte quand il fallait faire des dessins en primaire, j'avais jamais d'autres idées que de dessiner une voiture ou une maison, et puis alors que d'autres dessinaient des paysages avec plein de trucs auxquels j'aurais jamais pensé. Donc je suis pas créative. Fin de l'histoire. Et pourtant, elle adorerait être créative, donc elle aimerait bien faire des progrès.
Et donc, elle essaye d'être plus créative. Et là, on va rentrer évidemment dans ces tentatives de solutions, un peu comme quelqu'un qui essaierait de s'endormir par un acte volontaire, comme si on pouvait devenir créatif par un acte volontaire. Donc, au début, elle a essayé d'être positive. Sur les conseils de son ancien manager, elle a lu toutes sortes de bouquins. Alors, j'avais pris des notes pendant l'entretien avec elle. Elle a lu Libérez votre créativité, La boîte à outils de la créativité, 99 outils pour trouver des idées tout seul. Elle a aussi assisté à des conférences et puis elle s'est même inscrite à un stage d'impro parce qu'elle s'est dit l'impro, c'est la répartie, c'est la créativité, tout ça. Donc, je vais faire des progrès, je vais m'entraîner, je vais muscler mes capacités de créativité. Évidemment, rien à faire. Un peu comme mon voisin golfeur, plus elle essaye, plus elle se concentre sur ce qu'il faut faire, plus elle se dit je dois être créative, je dois être créative, je dois être créative, moins elle a d'idées, on s'en doute. Son angoisse augmente de ne pas être à la hauteur. Et depuis quelques semaines, ses collègues, son manager la trouvent renfermée, fatiguée, stressée, etc. Bon là, évidemment, le problème aux yeux de Clémence, je ne pose même pas la question, vous l'avez compris, c'est je ne suis pas assez créative. Or, je travaille dans le marketing, bon sang. Je dois être créative. Et en plus, ma nouvelle manager, qui est elle super créative, pardon, elle va pas supporter ça. Enfin, elle va me démasquer. Elle va voir que je suis pas à la hauteur, que je suis pas faite pour faire ce métier-là, mais c'est le métier que j'ai toujours eu envie de faire, etc. Je vous fais pas tous les monologues intérieurs de Clémence. Donc, son problème, c'est de pas être créative. Le thème de ces tentatives de solution, le message implicite commun à toutes ces tentatives de solution, c'est je dois être plus créative. L'inverse de cette solution, c'est évidemment, il suffit de mettre ne pas dans la phrase, hein, c'est pas si compliqué que ça en théorie, c'est je ne dois surtout pas être plus créative. Le problème, c'est que ça, c'est pas quelque chose qu'elle peut décider. Donc là, ce qui a été déterminant, c'est l'intervention de cette fameuse nouvelle directrice marketing qui a tenu à Clémence les propos suivants. Elle lui a dit, en gros, elle était de connivence avec nous et on avait répété la prise de parole de cette manager. Cette manager a dit, écoute, Clémence, on ne se connaît pas encore depuis très longtemps. Par contre, dire que je voudrais juste clarifier deux, trois idées que j'ai en tête sur le rôle que j'aimerais que tu joues dans l'équipe. Moi, alors déjà, sache quelque chose sur moi, c'est que moi, j'aime beaucoup manager les gens sur leurs points forts. Je trouve que c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace. C'est ma conviction en tant que manager. Elle s'est souvent vérifiée et je trouve que c'est pas mal. En tout cas, j'aime bien manager comme ça. Moi, il y a deux sujets sur lesquels j'ai été assez impressionné par toi depuis le début. C'est que, un, je te trouve extrêmement rigoureuse et extrêmement organisée dans le travail. Et donc ça, c'est quelque chose que j'admire et que je valorise beaucoup. Et deux, je trouve que tu as une capacité à créer des relations dans les équipes dans lesquelles tu travailles ou même au sens large avec les clients internes, les clients externes, etc. Que vraiment, moi, sache que c'est des éléments sur lesquels je t'attends. J'ai cru comprendre aussi que tu avais cette ambition de pouvoir proposer des idées nouvelles, de pouvoir contribuer à l'innovation dans l'équipe. Moi j'ai un petit souci avec ça, c'est que je trouve que là, il y a déjà énormément d'idées foisonnantes dans l'équipe. Donc, sache que moi, au moins dans les 12 prochains mois, on pourra en reparler après, mais dans les 12 prochains mois, sache que moi, je ne t'attends absolument pas sur ce sujet-là. C'est-à-dire que je verrais presque d'un mauvais œil que tu proposes trop d'idées nouvelles. Donc, vraiment, ce que je te demande, c'est de ne pas proposer d'idées nouvelles pendant cette période-là et de t'appuyer vraiment sur tes points forts. Donc en fait, c'est la manager de Clémence qui lui dit tu ne dois surtout pas être plus créative. Cette intervention-là de la manager, c'est finalement interdire l'amélioration. Elle interdit à Clémence de s'améliorer sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui se passe d'après vous quand on interdit à Clémence de s'améliorer en termes de créativité? Elle n'a jamais été aussi créative. Elle n'a jamais été aussi créative tout simplement parce qu'elle a arrêté de se mettre la pression sur le sujet. Parce que c'est comme si elle avait arrêté d'essayer de s'endormir. Elle s'est endormie. Donc là, elle a arrêté de se mettre la pression. Elle a dit non, mais de toute façon, mon rôle, c'est de ne pas avoir d'idées nouvelles. Ah, c'est dommage, tiens, parce que j'ai eu celle-là. Je vais quand même la partager avec mon collègue. Au pire, je dirais que c'est lui. Voilà, donc c'est vraiment en arrêtant en arrêtant la lutte. Globalement, vous allez voir que
Merci Geneviève. À bientôt Geneviève. Globalement, vous avez vu que ce qu'il y a de commun entre tous ces cas-là, c'est qu'on amène les gens à sortir de la lutte. Dans le cas de Clotilde, c'est la lutte contre les autres, la lutte contre son équipe. Eh ben, on arrête la lutte contre son équipe. Dans le cas de Arnaud et de Clémence, c'est la lutte contre soi-même. Je dois mieux maîtriser ça, je dois mieux contrôler ça, je dois mieux faire apparaître ça, etc. Donc à chaque fois, c'est des tentatives de contrôle sur soi-même, sur des trucs spontanés qui viennent de soi, ou sur les autres. Et en fait, le management contre-intuitif, et notamment par l'objet de ce qu'on a vu là, la prescription de symptômes, c'est-à-dire prescrire le symptôme, demander à quelqu'un qui n'est pas créatif de l'être encore moins, demander à quelqu'un qui bégaye de bégayer encore plus, demander à une équipe pas motivée de l'être encore moins, eh bien, tout ça, finalement, fait qu'on arrête de lutter et qu'en arrêtant de lutter, en sortant de ces tentatives de solution qui maintiennent le problème, en créant de l'opposition, eh bien, on repermet à des phénomènes inopinés de pouvoir à nouveau survenir. C'est effectivement du 180 degrés au sens pur de l'école de Palo Alto, comme le remarque Valérie à l'instant. Merci beaucoup, Carole. Bonne fin de journée à vous également. Voilà. Et pour conclure, je vous laisse aussi avec cette phrase mystérieuse qui nous est issue de la philosophie chinoise et notamment du taoïsme, qui dit le meilleur moyen d'atteindre un but, c'est d'y renoncer. Alors ça paraît vraiment bizarre de dire ça. Comment est-ce que le meilleur moyen d'atteindre un but, ça pourrait être d'y renoncer? Bien en fait, au moins dans ces trois exemples-là, et si on ajoute l'exemple du sommeil, ça fait un quatrième exemple, on voit que c'est vraiment en arrêtant d'essayer trop fort que paradoxalement, on va permettre au but de se réaliser. Donc vraiment, ça illustre parfaitement cette phrase qui a été écrite dans un des classiques de la pensée chinoise, écrit par Lao Tzu je crois, au 5e siècle avant notre ère, dans un bouquin qui s'appelle le Dao De Jing, c'est-à-dire la voie le classique de la voie et de la vertu, pardon, qui revient à ça, qui est de dire le meilleur moyen d'atteindre un but, c'est d'y renoncer. C'est la philosophie du non-agir. Voilà. Ou au moins du arrêter de s'acharner et globalement faire attention au volontarisme, faire attention à tout ce qui se passe quand on essaye trop fort. Et le point commun de toutes ces impasses, c'est justement parce qu'on essaye trop fort qu'on maintient le problème, d'où le côté vertigineux et très efficace du management contre-intuitif. Merci beaucoup pour tous ces échanges. Et pour ceux qui auraient encore une dizaine de minutes, on a du temps pour quelques questions-réponses. Et sinon, ce sera avec plaisir que je rediscuterai avec vous en privé de certains sujets qui pourraient vous concerner de mobilisation à petite ou à grande échelle. Merci beaucoup pour votre participation à toutes et à tous. Et on a du temps pour les questions. Je rebondis juste sur quelque chose dont je me voudrais pas citer. Guillaume, qui a visiblement de très saines lectures, dit sur le même sujet le philosophe et le thérapeute de Daniel Gerbinet. Ça doit même être signé Dany Gerbinet, qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, dans ce bouquin de Dany, il fait justement le parallèle entre l'école de Palo Alto et la pensée chinoise. Donc c'est un ouvrage extrêmement éclairant. Merci beaucoup. Merci Laurent. À bientôt. Super, merci pour vos commentaires, ça fait plaisir. Merci Agnès, à toi également pour ton aide et pour tes interventions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'ai une remarque par rapport à ce que tu disais, Jérôme. C'est finalement le rôle du manager, ça va être de fournir une sorte de lunettes différentes pour finalement donner un prisme différent à son collaborateur. Oui, c'est ça, exactement. C'est que assez souvent, les solutions sont logiques parce qu'on pose un certain regard sur le problème. Et notamment, ce regard n'est pas interactionnel.
Donc, poser un regard différent, c'est déjà commencer, si on reprend le schéma de tout à l'heure, là, c'est commencer à se mettre dans la boucle. C'est-à-dire considérer que le problème est par définition interactionnel, qu'on ne va pas le voir comme un problème psychologique ou un problème de personnalité ou de fainéantise, par exemple, chez l'autre, mais considérer que ce qui entretient le problème, c'est bien une boucle à laquelle j'appartiens. Et quand on commence à regarder les problèmes de manière interactionnelle, alors on est beaucoup plus créatif dans la manière dont on trouve les solutions. C'est-à-dire que, par définition, je considère que moi-même, en tant que manager, je contribue à l'entretien du problème. Et pour ça, il faut forcément réussir à avoir un regard interactionnel sur les problèmes. Je rebondis sur quelques questions. Guillaume demande, est-ce qu'il y a des limites au management contre-intuitif? Bien sûr. En fait, le management contre-intuitif, je ne sais pas s'il y a des limites dans des situations de blocage, mais en tout cas, ce n'est certainement pas la première chose à faire. La première chose à faire, c'est le management intuitif. C'est-à-dire que commençons par les solutions qui paraissent logiques. Dans le cas de Clotilde, dans 80% des cas, les tentatives de solution de Clotilde auraient très bien pu fonctionner. Mais quand on voit que la situation s'aggrave malgré tout ce que je fais, alors il faut que je commence à me dire que la situation s'aggrave à cause de ce que je fais. Et donc, le management contre-intuitif fonctionne quand les solutions logiques n'ont pas fonctionné. D'accord? Donc, c'est une stratégie de deuxième intention, pas une stratégie de première intention. Guillaume aussi, avez-vous des retours sur comment les managers perçoivent généralement les processus spontanés que vous évoquez? Quand je fais une conférence qui ressemble à ça face à des managers, et qu'en plus j'ai la chance de les voir directement dans des époques révolues pour le moment, ils sont d'accord avec ça. Sur le fait que ce soit spontané, ils sont d'accord avec ça. Quand on prend l'exemple des gamins, quand on dit regardez, un gamin de 3-4 ans, il a besoin de personne, ils sont OK, ils sont globalement OK pour ça. Florian, que dit-on aux managers dans la période actuelle sur le modèle du management contre-intuitif qui décrète qu'en télétravail, nous avons des collaborateurs qui ne sont pas efficaces, qui se relâchent? Là, je ne sais pas si c'est un sujet de management contre-intuitif, mais en tout cas, c'est un sujet de jugement. Donc là, effectivement, là, je te renvoie, Florian, à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait que dans ce cas-là, il faut préférer la naïveté au jugement. Et que là, pour le coup, en première intention, ce qu'il faut privilégier, c'est le crédit d'intention plutôt que le procès d'intention. C'est-à-dire considérer que les gens font tout ce qu'ils peuvent et font le mieux possible leur travail. Et puis après, les appeler, prendre des nouvelles, etc. Et puis c'est aussi en les soutenant qu'on s'apercevra de certaines choses. Mais en tout cas, c'est d'autant plus le moment de se méfier de ces jugements pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils se basent sur des choses beaucoup moins factuelles que d'habitude. Et la deuxième raison, c'est qu'ils sont vraisemblablement encore plus ravageurs que d'habitude. Parce que le télétravail, c'est aussi une situation dans laquelle on a des frontières qui sont beaucoup plus poreuses. Et donc, c'est là où on risque d'avoir chez les collaborateurs un certain nombre d'efforts qui ne sont absolument pas visibles. Donc, ça peut poser de vrais problèmes de reconnaissance des efforts. Anne demande également, qu'est-ce que tu recommandes, Jérôme, pour trouver des idées contre-intuitives seules? C'est évidemment plus compliqué parce que, comme certains d'entre vous le disaient dans le chat, le regard extérieur est utile. Donc, je pense qu'il y a deux choses à faire. La première chose à faire, c'est le schéma, c'est-à-dire s'intégrer dans la boucle. La deuxième réponse possible, c'est une astuce c'est une question qu'on peut se poser à soi-même, qui permet d'ailleurs de se mettre dans la boucle, c'est de se poser la question suivante: comment puis-je aggraver la situation? Si pour une raison bizarre, j'avais envie d'aggraver la situation dans laquelle je me trouve, qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que je ferais pas, ou qu'est-ce que je dirais ou qu'est-ce que je dirais pas en situation? À moi-même si la situation me concerne, ou aux autres si c'est une situation relationnelle. Et pourquoi? Parce que souvent, la question de comment aggraver va me donner des indications très, très intéressantes sur
ce que je peux faire à l'opposé de ça. Déjà, ça me remet moi-même dans la boucle, puisque si je peux aggraver, alors je peux améliorer. Donc, ça m'oblige à me mettre dans la boucle que de me poser cette question-là. Et puis, après, comme on dit parfois, si on sait faire pousser un arbre de travers, on sait faire pousser un arbre droit. Donc, si on a une idée de comment aggraver, on peut avoir une idée de comment améliorer. Après, ce qui est difficile, c'est que. Alors après, il y a encore une troisième technique possible, c'est celle que j'ai cherché à illustrer dans cette conférence, c'est-à-dire remonter au thème, au message commun des tentatives de solution. Donc, quel est le message implicite que je renvoie aux autres ou que je me renvoie à moi-même en faisant la liste de mes tentatives de solution? Je vois, ah bah oui, en fait, le message que je cherche à leur faire passer, c'est vous devez absolument être d'accord avec moi. Donc l'inverse, ce serait quoi? L'inverse, c'est soit vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, soit ça me rendrait service que vous ne soyez pas d'accord avec moi et que vous me challengiez. Auquel cas, on va être aussi dans de la prescription de symptômes qui est en fait, on va prescrire la résistance, on va prescrire le fait, s'il vous plaît, ne soyez pas d'accord avec moi. Bref, bon, ça c'est un exemple, mais en tout cas, remonter au thème. Mais ensuite, ça peut être je peux être moi-même tellement émotionnel par rapport à ma situation que les actions concrètes à mettre en face de mon 180 degrés peuvent me faire tellement peur que je vais les écarter a priori. Je ne vais même pas les examiner. Donc, il faut vraiment prendre le soin d'examiner de la manière la plus extérieure possible ce que serait la matérialisation d'un 180 degrés. Ne pas chercher à se mettre d'accord quand on s'engueule en couple, par exemple. C'est ne pas chercher à avoir raison, ne pas chercher à obtenir des excuses, ne pas chercher à montrer à l'autre qu'il a tort, lui faire un câlin plutôt que chercher à avoir raison. Enfin, voilà, c'est des trucs, mais sur le moment, on a beaucoup de mal à le faire. Alors, Sylvie avait une réaction par rapport au cas de Claude. Par exemple, si on a de manière contre-intuitive réussi à mettre en marche les collaborateurs et laisser ceux qui ne souhaitaient pas travailler, en expliquant qu'ils pouvaient le faire, donc ne pas travailler, Oui. tout en les rencontrant en individuel. Oui. Que lorsqu'on les rencontre, si on les rencontre, aucune mesure n'est prise en suivant, donc qu'il n'y a pas de soutien hiérarchique, et que finalement, cette minorité se retourne contre le manager. Est-ce que ce n'est pas un risque, ça? Ah bah si, ça évidemment c'est un risque, mais là, le manager a une capacité d'influence à la hauteur aussi du soutien qu'il reçoit de la part de sa hiérarchie ou de la part de la RH. C'est-à-dire que s'il n'a aucun moyen, j'insiste sur le aucun moyen, parce qu'encore une fois, il peut y avoir d'autres leviers que le levier de la sanction. Mais si le manager n'a aucun moyen de faire que les personnes subissent les conséquences de leurs actes ou de leur non-action, c'est-à-dire que une personne qui ne fout rien de la journée ne risque pas plus ou ne sera pas ne sera pas davantage privé de certaines opportunités intéressantes que celui qui se démène, alors là, évidemment, ce manager est dans une situation très difficile. Et dans ce cas-là, le problème, ce n'est pas la relation entre le manager et son équipe. Dans ce cas-là, le problème, c'est la relation entre le manager et son N+1 ou la relation entre le manager et sa RH. Donc dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on examine une autre boucle, que vraisemblablement le problème est autre part et qu'il y a un autre axe de travail qui est plutôt comment, et donc du coup là, il faudrait reformuler le problème. Le problème, c'est pas en tant que manager, je n'arrive pas à motiver mon équipe. Le problème, c'est en tant que manager, je ne suis pas soutenu par mon N+1. Et dans ce cas-là, faisons une autre boucle. Qu'est-ce que moi je fais à l'heure actuelle pour être soutenu par mon N+1 et qui ne fonctionne pas? Et comment je peux faire un 180 degrés par rapport à ça? Donc, faut se positionner dans la bonne boucle en fait. Peut-être que là, la bonne boucle, c'est pas le manager et son équipe. En fait, il peut y avoir une cohabitation de plusieurs boucles pour un même problème. Exactement. C'est très clair. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon pour vous?
Des pistes donc pour être soutenu par son N+1 qui a peur de son N-1? Des pistes pour, bah non, faudrait des pistes non, parce que vous avez vu, hein, Sylvie, la piste, c'est globalement, si je caricature un peu, c'est de faire l'inverse de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, a priori, non. C'est-à-dire que, en fait, un des points peut-être qui ressortent des différents cas qu'on a vus, c'est qu'il n'y a pas une bonne manière de faire. Et souvent, on raisonne de manière logique. On se dit, la manière logique de faire c'est ça. Et alors que là, en fait, dans les cas qu'on a abordés, on ne raisonne pas par rapport à la solution qui est la plus logique, mais par rapport à la solution qui produit les meilleurs effets. Donc, il faut déjà regarder qu'est-ce qui a été fait, quels effets ça a produit. Si ça produit des effets positifs, continuer, voire renforcer. Si ça ne produit pas d'effets positifs, alors on va considérer que ça produit des effets négatifs, c'est-à-dire que ça entretient le problème. Et auquel cas, on va proposer l'inverse. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une solution a priori. Par exemple, tout à l'heure, je disais, le rôle du manager d'Arnaud, c'est surtout pas de le rassurer. Il ne faut pas en conclure une espèce de position dogmatique qui est il ne faut jamais rassurer quelqu'un qui est inquiet. Ça dépend. Dans certains cas, si je rassure quelqu'un en lui disant t'inquiète pas, enfin, en tout cas, moi je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et que ça peut très bien se passer. Bah là, j'essaye de le rassurer, peut-être ça marche, quel cas, continuons. En revanche, si ça ne marche pas, bah, peut-être que je peux faire l'inverse. Donc, une piste comme ça, non, il faudrait analyser, il faudrait faire la boucle, Sylvie, et regarder tout ce que le N-1 fait, tout ce que le N+1 fait en retour, et imaginer une stratégie pour réussir à faire en sorte que le N-1 fasse l'inverse, et surtout trouver la manière de, entre guillemets, de vendre au N-1 le fait de faire l'inverse. Parce que faire l'inverse de ce qui nous paraît logique, c'est toujours compliqué. Donc il ne s'agit pas de trouver le mouvement inverse, il s'agit aussi de faire le cheminement avec la personne pour qu'aux yeux de la personne, cet inverse-là soit acceptable. Guillaume, peut-on dire que le management intuitif, c'est provoquer des prophéties autoréalisatrices à l'envers? Contre-intuitif, ok. Provoquer des prophéties autoréalisatrices à l'envers. Dans certains cas, oui. Pas tout le temps, je ne suis pas sûr que ce soit une généralité. Mais dans certains cas, oui. Par exemple, un des mouvements à 180 degrés qu'on trouve parfois, c'est le fait de faire comme si. Euh, Imaginons par exemple, j'ai le sentiment de ne pas avoir d'influence dans mon organisation, ou que mon métier n'a pas d'influence dans l'organisation. Et dans ce cas-là, donc je me sens un peu le petit poussé du truc, quoi. Le truc que la personne ou l'équipe que personne n'écoute. Et donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher à attirer l'attention. Je vais dire non, mais quand même, vous pourrez vous intéresser à nous, c'est pas cool, et regardez quand même tout ce qu'on fait, etc. Et en faisant ça, je fais passer le message aux autres qui est effectivement, on est petit, on est faible, mais soyez sympa, faites votre bonne action, intéressez-vous à nous. Et la plupart du temps, ça fonctionne pas. Et donc, le 180 degrés, c'est faire comme si. On va demander à la personne si vous étiez certain de bénéficier d'une aura très importante au sein de l'entreprise, qu'est-ce que vous feriez que vous ne faites pas aujourd'hui? Ou qu'est-ce que vous arrêteriez de faire, pardon, et que vous faites aujourd'hui? Ok, ok. Eh bien, faites-le. Voilà. Et là, pour le coup, ça, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, je fais comme si j'étais puissant, puissant au sens influent dans cette organisation, les gens m'écoutent, et ben je vais commencer à le faire. Et là, assez souvent, on obtient des prophéties autoréalisatrices. Voilà. Donc, c'est le fait de faire comme si. Très bien. Eh bien, je vous propose de conclure. Merci, merci Guillaume, Sylvie, et puis tous les autres pour Anne, pour toutes ces, Sandrine également, pour toutes ces questions, pour toutes ces participations. Ça nous a certainement permis de clarifier des choses. Encore une fois, avec plaisir pour en parler directement avec vous dès que vous aurez besoin d'aide sur un sujet de mobilisation à petite ou à grande échelle. Et je vous souhaite une très belle continuation et à bientôt. Et portez-vous bien surtout et soyez prudents. À bientôt.
À bientôt.